Il est facile de juger quand on n'est pas dans l'arène. La vérité, c'est que lorsqu'une personne est complètement dépassée, il est très facile de juger sa pauvreté dans la prise de décision ou son manque de capacité à prendre des décisions. Mais il faut aussi se mettre à sa place parfois. Oui, alors continue, Roger. C'était une rupture mentale. On avait tous accepté que c'était fou. J'étais déjà en salle d'attente et quand on a appris pour les 20 euros, mes parents sont restés bouche bée. Tu sais, au moment de prendre la voiture et de rentrer à la maison, d'abord mes parents se sont disputés, tu sais. Ils se sont disputés, se demandant comment on en est arrivé là. Après tout ce travail, on n'a même pas 20 euros pour le payer. Où va-t-on trouver ça? Mon père semblait absent. Tu sais, il ne savait même pas quoi dire. Il y a eu un silence très gênant sur le chemin du retour à la maison. On avait tous accepté ça plus d'une heure dans Barcelone, tu vois. On rentrait à la maison comme des zombies. On est arrivé à la maison, ma mère faisait du feng shui et avait 20 euros cachés dans une pochette rouge, censée apporter la richesse. Dans des chemisiers dans leur chambre. Et elle le sort, tu vois, et elle commence à frapper mon père sur la poitrine, tu vois, comme pour dire comment ça se fait qu'on doit en arriver là, qu'il doit utiliser ça pour payer mon opération. On dirait un film, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Enfant, je me souviens avoir vu ça et être heureux car j'allais enfin me faire opérer. Mais en même temps, waouh, là, j'ai eu mon point de rupture. Ça a été le pire moment de tous, de me rendre compte à quel point on était dans la merde. C'est là que j'en ai pris conscience. Tu vois? Comment c'est possible que pour 20 euros, mec, alors que je suis en Espagne, que je ne vis pas en Afrique, tu vois, comment c'est possible qu'à cause de 20 euros, ils en soient arrivés à accepter que je ne sois pas opéré? Tu vois? Comment peut-on être aussi mal financièrement? La plupart des Espagnols ne sont pas dans ce cas. Non, non, ça m'a paru vraiment extrême. Et c'est là qu'un androïde était né. C'est là que je suis devenu un androïde fait pour gagner de l'argent, tu vois? À partir de là, tout m'était égal. Tout. C'était ce moment-là. Évidemment, après, on a vécu, je me suis fait opérer, je m'étais préparé un protocole de récupération de fou et je l'ai suivi avec une discipline militaire, tu vois, mais vraiment militaire. Ça m'intéresse beaucoup le fait que quand vous retournez à l'hôpital, qu'on t'opère, qu'est-ce que les médecins te disent à la fin de l'opération? Quel a été le résultat de cette opération? C'est énorme, ça aussi c'est un fait incroyable. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais c'était impressionnant. Parce que le docteur était convaincu que je n'allais pas marcher, il était persuadé que l'opération servait uniquement à me soulager la douleur, tu vois. C'est-à-dire, il savait que je n'allais pas me rétablir, que c'était juste pour me soulager la douleur. Et moi, j'avais étudié, comme quelqu'un qui fait des études de médecine, tout sur la L1, la L2 et la L3, pour bien comprendre la préparation préopératoire nécessaire et maximiser mes chances de réussite lors de l'opération. Tu vois, j'avais vraiment bien travaillé ça, énormément. J'avais fait beaucoup de mobilité, d'étirements, des exercices de pression, j'avais tout fait. J'ai été très discipliné pendant la préparation préopératoire. Alors quand je suis sorti de l'opération et que l'anesthésie s'est dissipée, la première chose que j'ai faite, c'est de me lever et de marcher. Mais c'est parce que je voulais juste vérifier que tout s'était passé comme je l'avais prévu. Parce que d'après ce que j'avais étudié, si tu as tout bien fait, ils enlèvent les petites choses autour du nerf, et le nerf doit fonctionner, tu vois, là, instantanément. Et donc, comme je l'avais étudié, je me suis levé et j'ai marché, et j'ai dit, bien, prochaine étape, hein, maintenant c'est le post-opératoire, et le docteur a commencé à halluciner, tu vois. D'abord, évidemment, il essayait de m'arrêter, tu vois. Moi, je l'ai repoussé, tu vois. Parce que moi, quand j'ai commencé, tout le monde me disait que je n'y arriverais pas, et j'en avais vraiment marre, tu vois. Je n'écoutais personne, mais vas-y, pose ta question. Dans ta tête, avant d'entrer au bloc, tu pensais que tout ce qu'on te disait, que tu n'allais pas marcher, c'était que des mensonges. Oui, tu t'étais convaincu toi-même que tu allais marcher, 100%. c'est-à-dire tu crois en la PNL. Oui. Maintenant, je vais voir Tony Robbins en septembre. Oui, ou je pense vraiment que c'est un cas très extrême de conviction que tu es capable de faire quelque chose, même lorsque toutes les prévisions des personnes les plus compétentes sur le sujet te disent exactement le contraire. Je trouve ton témoignage et ton histoire vraiment incroyables. Oui, tu t'es levé pour marcher alors que le diagnostic était que tu ne marcherais pas. Oui, c'est sûr, mec. Une certitude absolue, Certitude. tu n'as jamais douté. C'est fou. C'est fou. Ma mère voulait me faire pleurer car elle pensait que j'étais triste. Mais j'ai toujours su ce que je voulais. Je réfléchissais juste à tout ça. Ta mère pensait que tu n'assimilais pas la réalité, alors qu'en fait, toi, tu étais vraiment dans cet état d'esprit où tu te disais, oui, je vais marcher. J'étais dans ma réalité. Elle croyait tout ce que disaient les médecins par peur. Tu sais, parce qu'on nous apprend à se fier à la science. Tu sais, mais moi j'avais ma vérité.
Et toi, tu ne connaissais pas le terme PNL. Pas du tout, à cette époque-là, je n'avais rien étudié, ni la PNL, ni la conscience, les niveaux de conscience, rien du tout. J'étais un gars très déséquilibré et toujours extrêmement obsessionnel. J'aimerais beaucoup que tu expliques au public ce qu'est la PNL, parce qu'en ce moment, on parle peut-être de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je ne veux pas centrer l'émission sur moi, ton témoignage est incroyable, mais j'ai vécu quelque chose de similaire, en moins grave. C'est-à-dire, pas dans une situation aussi délicate de ne pas savoir ce qu'était la PNL, mais de l'appliquer et que les choses se passent exactement comme je le pensais. Parce que la conviction était tellement forte, tellement sûre, qu'il était impossible que ça ne se passe pas comme je le pensais. Alors je crois que la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes et la façon dont nous créons notre réalité d'abord dans notre esprit, c'est ce qui fait que nous avons ou non du succès dans la vie, ou que nous atteignons ou non les choses que nous nous sommes fixées. Et vraiment, ton cas est absolument spectaculaire parce que c'est un cas de programmation neurolinguistique appliquée à un sujet médical. Oui, qui défie la science? Tu as défié la science? Oui, complètement. Regarde, si on va là, ils vont nous griller. Je vais dire ma vérité sans filtre, comme si on parlait hors caméra. Euh, Aujourd'hui, il est facile de comprendre la matrice grâce à l'intelligence artificielle. Je considère la matrice où nous vivons comme une véritable intelligence. Tu sais, et toi tu diriges l'intelligence artificielle par des prompts, par le prompting. Et le prompt dans l'intelligence réelle, c'est ce que tu dis avec ta bouche. Je me corrige immédiatement dès que je dis quelque chose qui ne me profite pas. Je viens d'en discuter avec Manu, un grimpeur de notre programme. Je me corrige tout de suite car je ne vais pas lancer un prompt. Demander à elle comment ruiner ma vie, c'est absurde. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Tu ne serais pas en train de t'auto-saboter? Tu lui demanderais tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, je considère que tout ce que je dis influence l'intelligence réelle et que c'est réel. C'est-à-dire, quand on est né dans une famille pas vraiment riche ou pauvre. Ayant côtoyé de nombreux riches, je constate qu'ils ont bien cela. C'est fou. On est habitué à dire des horreurs sur nous-mêmes, mais des horreurs qui nous condamnent à la misère, tu sais? c'est vrai, beaucoup s'auto-sabotent. Ce que tu dis à voix haute, il vaut mieux éviter de le dire sur toi-même. Ce n'est pas le reflet de ton esprit, mais ton esprit finit par penser ce que tu dis. Parce que, de mon point de vue, comment fonctionne la PNL? Tu lances le prompt et ce même prompt entre dans ton oreille, et ce qui entre dans ton oreille, c'est ce qui nourrit ton cerveau. Donc tu dois dire ce que tu veux que ton cerveau finisse par penser. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que je dis. Non, non, tu finis par penser ce que tu dis. Alors parle correctement et tu finiras par penser cela. Dis tout ce que tu veux voir arriver, tout ce que tu veux obtenir. Ou écris-le. Ou écris-le, effectivement. Pour moi, le pouvoir de l'écriture, le fait d'écrire exactement ce que tu vas accomplir me paraît super puissant. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un combattant de mon club de MMA qui vient de signer avec une organisation et me l'a annoncé. Désolé d'ouvrir une parenthèse, mais j'ai trouvé cela spectaculaire. Un grand salut à mon ami vénézuélien Bellucci qui m'a littéralement dit: je viens de signer avec Cage Warriors et il y a 4 ans, j'ai écrit: si à 25 ans je n'ai pas signé avec une grande organisation de MMA, j'arrête le sport. Il a tenu parole, il va avoir 25 ans maintenant. Et il a signé juste à temps, comme il l'avait écrit. Donc je pense que ces choses-là sont extrêmement puissantes. Et pour revenir à ton sujet, quand tu te réveilles, le docteur qui n'avait pas foi en ta capacité à accomplir ce dont tu étais convaincu, c'est-à-dire remarcher, comment réagit-il? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment cette belle histoire de dépassement de soi continue-t-elle? Oui, au final, ce pauvre homme a bien fait son travail. Je serai toujours reconnaissant au docteur Obario pour son excellent travail. Il a réalisé une nanochirurgie parfaite avec une petite incision sur la colonne alors qu'il aurait pu ouvrir tout mon dos. Eh bien, cet homme a eu très peur au début quand je voulais me mettre debout. Et quand je me suis levé et que j'ai marché, il a commencé, vraiment, enfin, il fallait le voir. Il a commencé à dire que c'était un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, tu vois. Il disait à ma mère, tu sais, c'est un miracle. En marchant, ouais, je pensais déjà à la période post-opératoire que j'avais étudiée. Pour cet homme, c'était un miracle ce qu'il voyait. Et il n'arrêtait pas de le répéter comme quelqu'un qui verrait la Vierge descendre et te saluer. Tu sais, il était convaincu que je ne marchais pas. En fait, je suis entré à l'hôpital sans marcher. J'étais déjà vraiment mal en point à ce moment-là, tu sais. Je pensais qu'en retirant le pincement entre la colonne, le disque et le nerf, ce dernier réagirait bien grâce à tout ce que j'avais fait. Tu vois? Je n'avais ni bu ni fumé, tu vois. Moi, un gars 100% en pleine santé, ce qui a énormément aidé pour la récupération. En plus, comme je faisais de la calisthénie et un sport très intense, j'avais développé de très bons... C'est comme si le nerf se renforçait, tu vois.
Donc j'avais un air de qualité pour ainsi dire, tu vois. Et de nombreux exercices que je faisais pour libérer de l'espace, même brièvement et plusieurs fois par jour, permettaient d'oxygéner ce nerf. Je savais ainsi qu'il restait protégé jusqu'à l'opération. J'ai étudié plusieurs petites choses, donc c'était clair pour moi. Totalement autodidacte. Oui. Et tu sais quoi? Je me suis aussi rendu compte d'autre chose, hein, c'est que les médecins partaient du principe que j'allais être un cas perdu. C'est pour ça que beaucoup ont aussi refusé de m'opérer. Parce qu'en général, personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour récupérer l'usage de ses jambes. Ils pensaient que même en me donnant des instructions strictes étape par étape, j'allais échouer. Tu comprends? C'est pour ça que pour eux, il était impossible que je me rétablisse. Mais moi, j'ai étudié tout ça et je l'ai fait parce que je n'avais pas besoin que quelqu'un me surveille pour faire ce qu'on me disait de faire. Souviens-toi de ça, parce que pour moi, marcher, c'était essentiel. Pour moi, il n'était pas envisageable de ne pas le faire, tu vois. Incroyable. Je veux te demander à quel point la période préopératoire a-t-elle été difficile? C'était une discipline militaire très stricte et extrêmement compliquée à suivre. Au point que beaucoup de médecins pensaient que tu allais sacrifier tes jambes si tu n'y arrivais pas. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je trouve vraiment dur ce que tu viens de dire, que beaucoup de médecins disent donc que les gens ne vont pas récupérer leurs jambes parce qu'ils ne sont pas capables de suivre correctement les directives préopératoires. Je trouve ça absolument insensé. Tu veux dire que les gens sont si paresseux et indisciplinés qu'ils sacrifieraient leurs jambes juste pour éviter une procédure étape par étape? Je te comprends. Je remarque que beaucoup abandonnent facilement dans cette situation. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose de fou. Juste quand je suis sorti de cette situation, 3 mois d'été, parce que c'était juste avant l'été, je me suis remis pendant un été en faisant un exercice de dingue, tu sais. Et je suis arrivé à l'université en première année et tu vas halluciner. J'ai rencontré un gars indien qui s'appelle Mihaly, qui est arrivé en fauteuil roulant dans ma classe, tu vois. Il lui était arrivé la même chose. Je suis resté discuter avec lui au bar de la fac et je lui ai dit que j'étais comme lui, mais que moi on m'avait opéré, que j'avais fait les choses correctement et que je marche. Et il refusait de me croire parce qu'on lui avait dit que non, que ce n'était pas possible, 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 et il lui était arrivé la même chose, tu sais. On me répétait que ce n'était pas possible. J'ai insisté que si, c'était possible, en me prenant en exemple. On doutait encore, pensant que ma situation était différente. J'ai alors tout montré sur mon téléphone car j'étudiais justement cela. Je lui ai montré tout ce que j'avais vécu et ce que j'avais au dos. Et cet homme n'est pas revenu à la fac. Après que je l'ai rencontré et qu'on ait parlé au bar, mon idée était de l'inspirer pour qu'il s'y mette. Tu vois, moi, Ils pouvaient encore le faire. je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, mais au minimum, étudie-le. Vas-y, donne-toi à fond, renseigne-toi, c'est entre tes mains. Mec, ne crois pas à tout ce que disent les médecins. Informe-toi, fais le travail. Trouve des options. J'ai fait des recherches à mon âge, non? Et tout ce que j'ai vu. Par exemple, comment ça s'appelle? Il y a un gars qui a une école un peu comme Mind Valley, mais il y a un homme qui s'est guéri la colonne vertébrale, il ne pouvait plus marcher, avec ses méthodes spirituelles, et moi, toutes ces choses-là, j'y crois. Donc, des méthodes, il y en a. Donc, je voulais le convaincre de trouver un moyen. Cet homme choqué par ma réalité n'est même pas retourné à la fac pour m'éviter. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou! En plus, rencontrer mon Mind Valley a été un miroir de ce que j'aurais pu vivre si j'avais cru les médecins. Ce moment, avoir surmonté cela et retrouvé l'usage de mes jambes, m'a rendu inarrêtable. Là, ça m'a rendu capable de tout, tu sais. Là, j'ai compris que la Matrix est la Matrix et que je ne dois rien croire, que ce que je veux, c'est ce qui est. Et à partir de là, mon succès a commencé. Je te dirais, mec,